Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des games 2 et 3 des finales NBA. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. On est tendu Charlie, on est tendu. Je sais pas Ah toi, ouais mais moi je je suis moins tendu qu'hier, tu vois, pour le coup. Ah ok, c'est excessivement disputé ces finales NBA quand même. Ouais. Moi je me régale, hein. Mais je pense à ceux qui sont fans de la première heure de ces deux équipes. Je pense que si t'es un fan absolu, t'es au bout de ta vie à chaque match, quoi. Alors, je suis d'accord, même si, tu vois, les deux premiers matchs à San Antonio, je trouve qu'ils sont moins serrés que ce que les scores le laissent penser. C'est pas faux, on va en parler justement. Je vais faire ma petite intro vite fait. C'est sympa de bien commencer les matchs, avec parfois 10 longueurs d'avance. C'est mieux de savoir comment les terminer. Avec 2 défaites crève-cœur à domicile, dont un Game 2 conclu de la pire des manières, avec une succession d'erreurs catastrophiques, d'approximations, d'hésitations, une passe dans le dos et des tirs à mi-distance mal pensés, mal construits. Les Spurs sont allés au Madison Square Garden pour gâcher la fête des fans des Knicks, presque autant que le président américain Donald Trump, qui aura ramené sa fraise orangée dans le stade pour assister à la rencontre, obligeant les spectateurs à subir des mesures de sécurité draconiennes, tout ça pour être copieusement hué à chacune de ses apparitions sur l'écran géant. C'est à peu près comme ça dans tous les événements sportifs auxquels il assiste. Auteur de plusieurs erreurs fatales à la fin du Game 2, Victor Wembanyama a su réagir individuellement en plantant une ligne de stats pas vue depuis Magic Johnson et Kobe Bryant au même âge en finale NBA, enfin au même âge, aussi jeune que ça, on va dire. 32 points, 8 rebonds, 6 passes, 3 contre. Mais c'est collectivement que les Spurs ont remporté cette victoire cruciale avec 28 passes décisives. Tout n'a pas été parfait pour San Antonio, mais ce résultat est un peu à l'image de De'Aaron Fox dans ce Game 3. Une performance difficile, parfois laborieuse, qui s'est toutefois terminée sur une note positive, avec des bonnes choses à retenir pour le match. Pour les Knicks, c'est une série de 13 victoires consécutives exceptionnelles qui prend fin à la maison, devant leurs fans, malgré un second quart-temps dominant avec une avance de plus 7 à la mi-temps. New York a accumulé les fautes en seconde période, se retrouvant 2 fois dans le bonus très tôt dans chaque quart-temps. Mike Brown a pointé certaines incohérences de l'arbitrage, qui est toujours un sujet de tension quand il y a un tel niveau d'engagement physique de la part des deux équipes. Ça se tient les bras, ça se bouscule, ça balance des gestes très limites parfois, pas toujours sifflés. Je pense notamment à ce mouvement de Victor Wembanyama qui envoie Brunson valser au premier quart-temps, je crois. Mais si tu regardes les images, on voit que Brunson lui tire le maillot juste avant que cette séquence arrive. Tout ça fait que la pression ne cesse de monter chez les fans et chez les joueurs. Après OKC, les Spurs vont devoir une nouvelle fois mener une bataille d'épuisement et ils sont loin d'être sortis d'affaire parce qu'une défaite dans le Game 4 les mettrait face à un obstacle qui est le déficit de 3-1 en finale NBA que seuls LeBron James et les Cavaliers ont réussi à franchir en 2016. Les Knicks, eux, n'avaient plus goûté leur propre sang depuis des semaines. Il va falloir réagir immédiatement et se remettre à dérouler leur jeu sans vaciller. Ce serait une erreur d'entretenir l'espoir chez ces Spurs qui retourneront à domicile pour le Game 5. Il faudra frapper fort et viser juste. Charles, tu veux qu'on commence par parler du Game 2, du Game 3 ou tu veux faire un point sur l'ensemble des deux rencontres? Écoute, on peut commencer par regarder un peu la vue globale. Moi, c'est vrai que je suis plutôt content de voir que les Spurs ont trouvé les ressources pour revenir dans la série et prendre ce match à l'extérieur, parce qu'honnêtement, sur les deux premières rencontres, moi je trouve qu'il y a quand même une nette supériorité des Knicks, même si les matchs sont serrés au score final, on les sentait quand même mieux préparés, que ce soit tactiquement, dans l'approche de la série. Ils sont tellement confiants en leur jeu, et techniquement, même si l'adresse était moins impressionnante que sur les tours précédents, bah, ils se posent pas trop de questions, ils exécutent. En fait, globalement, sur le début de série, et les deux matchs à San Antonio particulièrement, presque pour la première fois de la saison, on peut le dire, la jeunesse des Spurs s'est vue. Certaines erreurs viennent clairement de leur inexpérience, et c'est à la fois totalement normal et en même temps un peu surprenant, parce qu'en fait, cette équipe, on s'était habitué à ce qu'elle ne fasse pas son âge, on s'était habitué à cette espèce d'anomalie. Mais c'est vrai que voilà, sur ces deux premiers matchs, on a vu des choses étonnantes, et pas que au niveau des joueurs. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé que la gestion des deux premiers matchs par Mitch Johnson était pas terrible. J'ai pas été fan des systèmes en sortie de temps mort. L'utilisation de Wembanyama, certes bien défendu et pas à son meilleur niveau, mais pas mis dans les meilleures conditions. Et en face, en l'occurrence, Mike Brown avait parfaitement préparé son équipe pour ces deux matchs, que ce soit au niveau des plans de jeu, les rotations, tout était excellent.
Et c'est clair que sur ce match 2, bah, ce qui a particulièrement fait parler, c'est la perte de balle de Wembanyama dans les dernières secondes. Alors oui, c'était une erreur de sa part, et c'est tout à fait vrai, et je cherche pas du tout à le dédouaner, mais l'erreur, c'est aussi et surtout de ne pas prendre de temps mort à ce moment-là, vu le contexte. Oui, complètement. Tu as raison sur l'inexpérience des Spurs. Là, pour une fois, tout d'un coup, ils sont devenus mortels. En fait, ils sont rentrés. Face à OKC, c'était déjà un peu le cas. C'était moins le cas les tours précédents face à Portland et à Minnesota. On va dire que là, tout d'un coup, chaque ballon perdu revêt une importance particulière. Parce que les Knicks, eux, déroulent pendant ce temps-là. Comme on l'avait dit dans l'épisode précédent, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent qui ils sont, ils savent s'adapter à toutes les situations que les Spurs leur ont mis un peu en face, défensivement. Et ça, c'est une de leurs grandes forces. Alors que de l'autre côté, les Spurs, on sent que ça se cherche encore. Et en fait, pour moi, il y a une tendance qui commence à se dégager dans cette série côté Spurs. Pour moi, c'est un peu toujours la même chose. C'est que San Antonio, habituellement, lance bien sa rencontre. Ils arrivent à imposer leur rythme. Mais inexorablement, les Knicks finissent par remonter au score. Ils déroulent leur jeu. Ils finissent par avoir le momentum. Peu importe si Jalen Brunson est à 7 sur 21 ou je ne sais quoi au tir, c'est pas ça qui est important. C'est l'énergie collective qui se passe sur le terrain. Et ça veut dire que les Landry Shamet, les Max McBride, les Jordan Clarkson, tous ces joueurs-là vont venir apporter leur pierre à l'édifice. Michael Bridges qui nous fait un excellent Game 2. Et ça devient une espèce de machine implacable. Et il y a beaucoup de certitudes, je trouve, côté Knicks, quant au rôle. Qui fait quoi? Par exemple, stat assez hallucinante, combien de points a marqué Karl Anthony Towns dans les quatrièmes cartons des trois premiers matchs de playoff, de ces finales NBA, pardon? Ça doit pas être élevé du tout. Hein. Zéro. Il a marqué 0 points. Mais c'est pas grave, quelque part. Parce que c'est pas son rôle, c'est pas ce qu'on lui demande. Alors, il est à 0 sur 8, il est très bien défendu par Victor Wembanyama. Et quelque part, ça les a pas empêchés de remporter les 2 premiers matchs. On peut me dire, ouais, mais attends, ils ont gagné le match 2 à l'arrache. Certes, mais n'empêche qu'ils les ont gagnés, ces 2 premiers matchs à l'extérieur. Et que Towns a été absolument capital dans ces victoires. Voilà, et qu'il n'a pas cherché à tirer la couverture, il n'a pas cherché à être le héros de la rencontre, contrairement à Victor qui, je trouve... Je comprends la volonté de prendre les tirs de fin de match dans le Game 2, le tir à 30 secondes sur Mitch Robinson, qui est un tir un peu dégueulasse, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'était pas pour moi le meilleur tir à prendre. Tout à fait. Il était très loin et il était bien défendu, il y avait certainement autre chose à faire. Il voulait jouer le 2+1, mais je sais pas si c'était très pertinent à ce moment-là. Cette stratégie du 2+1, parfois, je trouve ça un peu contre-productif. Le dernier tir est pas si mauvais que ça, mais bon, ce qui s'est passé avant était extrêmement dommageable. Bref, les Knicks, eux, savent où ils veulent aller. C'est la balle dans les mains de Jalen Brunson, et Jalen Brunson arrive à créer. Il arrive à créer pour lui, ou il arrive à créer pour les autres, ou il arrive à créer du mouvement. Quoi qu'il arrive, il met la défense des Spurs en rotation, et ça se passe bien pour eux. Et les Spurs, eux, aujourd'hui, même dans ce match 3, où ça s'est bien passé, mais t'as l'impression qu'ils savent pas trop où ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Wembanyama, aussi fort qu'il soit, il est encore trop prompt à perdre des ballons. À perdre des ballons pour des fois aucune raison, ou parce que son mouvement il est un peu trop brouillon, ou parce qu'il pensait que ça allait bien se passer, ça se passe pas. Sauf que t'as des pertes de balles, toutes les pertes de balles ne se valent pas, et t'as des pertes de balles quand elles se déroulent dans les 5 ou 3 dernières minutes de la rencontre, quand le match est hyper serré, et ben ça coûte excessivement cher. Et je trouve qu'il va falloir valoriser beaucoup plus à l'avenir, côté Victor Wembanyama, ce genre de possession et la qualité des tirs qu'il arrive à obtenir. Mais pour l'instant, il n'a pas ça. Il n'a pas le go-to move. Il n'a pas ce mouvement implacable où tu sais qu'il va faire ce mouvement-là et que la défense ne peut rien faire. Et ça va venir. Victor Wembanyama aura ce tir à un moment ou à un autre dans sa carrière. Et dans ces cas-là, je peux vous jurer que ça va être une horreur absolue de se débarrasser des Spurs. Mais pour l'instant, ils n'ont pas ça. Et quelque part, ça devrait être pour moi De'Aaron Fox qui devrait être ce joueur-là. Quelque part, tu fais venir De'Aaron Fox, le vétéran, premier clutch player of the year de l'histoire de l'NBA, de l'histoire du trophée. Ça devrait être lui, sauf que sa cheville le restreint dans ses mouvements.
il n'arrive pas à faire la différence, il n'arrive pas à faire son jeu en pénétration. Là, il a marqué un tir ultra clutch dans le Game 3, mais avant qu'il marque ce tir, j'avais envie de lui arracher les yeux parce qu'il faisait n'importe quoi, il faisait pas ce qu'il fallait. Il a refusé de prendre le tir à 3 points ouverts pour aller se croûter sur OG Anunoby et balancer le ballon entre ses jambes, qui était absolument irrattrapable pour Dylan Harper. Là, j'étais en train de me dire, mais sans déconner, c'est pas possible en fait de faire des erreurs comme ça. C'est toi qui es censé être le vétéran, c'est toi qui es censé faire ça. Et Castle et Dylan Harper, aussi bons soient-ils, c'est beaucoup de responsabilité pour eux. Et pour le coup, je terminerai là-dessus, Stephen Castle est le héros de ce match côté Spurs, parce que son 3 points, style patate chaude, refilé par Victor Wembanyama sur une très très bonne défense de Karl Anthony Towns, qui a parfaitement su ce que voulait faire Victor, c'est-à-dire dribble entre les jambes, step back, 3 points, et Karl Anthony Towns, tu vois qu'il fait le swipe pile poil au bon moment, et Victor s'est dit, bah, je peux pas prendre ce tir, et heureusement Castle met le 3 points, et les lancers francs décisifs, bravo à lui, mais pour moi, De'Aaron Fox doit être le joueur pas qui prend les tirs, mais qui crée les tirs, soit pour lui, soit pour les autres. Mais écoute, oui, en fait, au-delà de ce que tu dis sur la nécessité pour Wembanyama d'avoir son move, en fait, il faut surtout que Wemby il comprenne, et je pense qu'il le sait, mais c'est sûr qu'avoir la lucidité de l'appliquer dans les moments chauds, c'est compliqué. On peut pas lui demander de tout faire. Personne ne peut lui demander de tout faire. Lui, il doit comprendre que c'est pas à lui de créer, effectivement, dans ces moments-là. Il faut qu'il se concentre sur autre chose, sur les écrans, sur la lutte pour la position dans la raquette, sur la finition au cercle, tout ça. Il a des joueurs à ses côtés qui sont capables de créer, qui sont capables de remonter le ballon. À un moment, il faut aussi, je sais que le côté alien de Wembanyama sur le mythe de il est capable de jouer comme un arrière et tout, c'est super. En fait, on s'en fout. C'est pas ça qui va compter dans C'est ces ça, moments-là. tout à fait, je suis complètement d'accord. Ouais. Et effectivement, Fox, il sauve son match dans le Money Time, parce qu'avant ça, c'était une nouvelle fois très compliqué, surtout en termes d'adresse. Mais écoute, voilà, il a mis le shoot le plus important, celui qu'il devait mettre. Il a tenu son rang à ce moment-là, celui du joueur le plus expérimenté de ce 5, capable d'être très clutch. Je sais que son contrat fait beaucoup parler dans ses finales, et je pense que s'il remet un ou deux paniers comme celui-là et permet aux Spurs de revenir à hauteur des Knicks dans la série, personne ne regrettera de lui avoir donné cet argent. Mais bon, voilà, c'est clair que je trouve que dans ce match 3, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses mieux faites de la part des Spurs. Et d'ailleurs, on a très vite compris dans ce match que l'objectif, c'était de réparer un des soucis qu'on avait constaté sur les premiers matchs, la nécessité de trouver un Wembanyama plus proche du cercle. Il suffit de regarder l'entame de match. Les 2 premiers paniers marqués l'illustrent. Ensuite, on a aussi vu que l'idée, c'était de profiter d'absolument tout ce que les Knicks leur laissaient. Moi, j'ai aimé, par exemple, le fait que, notamment en deuxième mi-temps, la nuit dernière, on ait beaucoup plus vu des Spurs attaquer sur Brunson et Karl Anthony Towns. C'est quand même un truc qui, moi, m'a gavé sur les 2 premiers matchs, et c'est aussi pour ça que moi, j'en ai un peu voulu, j'avoue, à Mitch Johnson. Enfin, lui en vouloir, non, c'est abusé, parce que lui aussi, il est très jeune, lui aussi, il manque d'expérience. Mais c'est vrai que sur les 2 premiers matchs, j'ai trouvé que tactiquement, il y avait vraiment une très grosse différence entre les 2 équipes. Complètement. Complètement. Et effectivement, dans ce match 3, après, des fois, je me dis, mais pourquoi ils ont attendu tout ce temps avant de faire ça? Ils ont fait la technique des double drags, c'est-à-dire un double écran. T'as le porteur t'as le joueur que tu essaies de libérer, et tu lui poses 2 écrans consécutifs sur le terrain, de façon à ce que son défenseur se tape un premier écran à passer, puis un deuxième, ce qui logiquement force un switch. Et c'est un switch que tu veux pas la plupart du temps. Et c'est ce qui se passait souvent. Et ils ont réussi à lui filer le ballon. Et d'ailleurs, je peux dire quand même du bien de De'Aaron Fox là-dessus. C'est qu'il a bien réussi, pour le coup, à donner le ballon. De'Aaron Fox est très doué pour donner des bons ballons à Victor Wembanyama, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs de l'effectif de San Antonio. Ils ont un peu du mal. C'est pour ça que leur effectif à 3 arrières, c'est pas du luxe. Parce que il faut pouvoir lui donner le ballon à Victor. Et notamment quand il est en position de mismatch, quand il avait Landry Shamet, Bronson ou je ne sais quel arrière, même quand il a Michael Bridges sur le dos, il fallait absolument lui filer le ballon dans ces conditions-là. Et ils ont plutôt bien réussi à le faire. Et on l'a tout de suite vu. Victor Wembanyama a eu des tirs de bien meilleure qualité dans ce match 3. C'est clair. Et ils ont beaucoup plus touché la raquette que dans les 2 premiers matchs où ils n'arrivaient jamais à toucher cette raquette. Et c'était un des gros problèmes. On l'avait dit d'après le premier match, ça s'est confirmé dans le match 2 malheureusement. Là, ils l'ont bien exploité.
je fais mention au fait que les Knicks surchargent cette raquette, laissent les corners à 3 points ouverts. Et si tu regardes un peu les stats à 3 points pour l'instant, côté Spurs, il y a une vraie marge de manœuvre. Si les Spurs commencent à mettre leurs tirs, et je parle de tirs ouverts, hein, je ne parle pas de tirs au petit bonheur la chance ou défendu, mais ça rentre quand même. Je parle de tirs ouverts vraiment délibérément concédés par la défense des Knicks parce qu'ils ne veulent pas se faire écraser à l'intérieur et qu'ils veulent chercher à dominer les rebonds. Dans ce match 3, on a vu les Spurs être beaucoup plus offensifs pour punir les Knicks. Ils n'ont pas rentré beaucoup de tirs. Je pense notamment à Dylan Harper qui fait pas un mauvais match, mais qui a eu quantité de tirs ouverts et qu'en a mis quasiment aucun. Il fait 1 sur 8. Idem pour De'Aaron Fox, qui a été plusieurs fois libre de toute défense. Et le mec est à 0 sur 5 à 3 points. Ça fait quand même bien suer. Donc, je pense qu'il y a une marge de manœuvre de ce côté-là des Spurs. Et j'ai l'impression, du moins, si tu es fan des Spurs, c'est plutôt ce que tu espères, c'est que ce schéma-là d'exploitation de cette technique défensive des Knicks, de surcharger la raquette, tu vas pouvoir l'exploiter dans le Game 4 et encore après, tant qu'il n'y a pas d'ajustement de la part des Knicks. Et les Knicks, je pense, vont hésiter à ajuster ce truc-là. Pourquoi ? Parce que la contrepartie est pénible. Eh oui, choisis ton poison, on en revient C'est là. ça. Et effectivement, c'est ça qui est appréciable sur ce match 3, c'est que pour la première fois depuis le début de la série, c'est à Mike Brown de trouver des ajustements, de trouver des solutions, alors que sur les 2 premiers matchs, c'était quand même, la donnée était très inversée, et moi c'est aussi un peu pour ça que Mitch Johnson me saoulait un peu, c'est que du match 1 au match 2, les ajustements, je les ai pas trop vus. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Typiquement, sur le match 2, le run que font les Spurs dans le 4e quart-temps pour revenir à hauteur, il se fait notamment en ciblant Brunson. Et tout à coup, ils arrêtent de le faire. Et tu te dis, mais pourquoi en fait? Et c'est aussi pour ça que moi, ça m'a saoulé de voir l'espèce de passivité de Mitch Johnson sur le fait de ne pas prendre de temps mort là, avant la perte de balle de Wembanyama. Enfin voilà, je pense vraiment qu'il y avait mieux à faire à ce moment-là. Mais oui, là, sur ce match 3, on a vu des choses beaucoup plus intéressantes. On a bien vu, de toute façon, vraiment, le début de match, il est révélateur de l'obsession qu'ont les Spurs au début de cette rencontre d'aller matraquer la raquette. Stephen Castle y est allé, Wembanyama y est allé, et d'ailleurs, même quand Wembanyama était sur le banc, Castle a pris les choses en main. Enfin, voilà, il y a eu des choses vraiment intéressantes. Maintenant, le vrai problème, c'est que ces Knicks-là, et ça on le voit systématiquement depuis le début de la série, et pas que, sur les séries précédentes aussi, en fait ces Knicks-là, tu peux leur mettre des tartes au premier quart-temps, mais il n'y a aucun problème, ils ont une telle dose de confiance en eux et en leur système qu'ils reviennent systématiquement. Là, le deuxième quart-temps qu'ils nous ont pondu... 42-24, Charlie. Moi, Oh là 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 là. Je pensais que c'était terminé. Hein. Ah mais pareil, attends, je veux dire, le deuxième carton il est terrifiant, tous les mecs qui foulent le parquet sont capables de scorer, Anunoby est monstrueux, Brunson est monstrueux, Clarkson et Alvarado en sortie de banc font un super taf sur les minutes où Brunson n'est pas là. Enfin franchement, effectivement, moi devant le deuxième carton, je me suis dit là ça sent pas bon. En plus c'est encore une fois c'est un scénario qu'on avait déjà vu, San Antonio mieux démarrer, dominer le premier quart avant de les voir revenir et s'imposer. Et puis, quand tu vois un match où Anunoby est chaud, où Josh Hart sanctionne à 3 points, parce qu'à la mi-temps, Josh Hart, il est à 3 sur 4 à 3 points. C'était n'importe quoi. J'étais là en train de me dire, ouais. Ils vont les tuer. Exactement. Quand j'ai vu, c'est tous les ingrédients d'une victoire. Quand j'ai vu Jordan Clarkson commencer à planter des tirs, je me suis dit, ok, laisse tomber. Pareil. T'as le 12e homme qui commence à planter tous ses tirs, c'est pareil, ça va m'énerver cette histoire. Mais non, ça s'est pas passé comme ça au final. Et non, aussi parce que le début de la deuxième mi-temps, il ressemble un peu au début de la première, avec des Knicks qui sont bien pris par la défense des Spurs, qui font un superbe troisième quart, avec un Wemby dominant, Champagny à droit, Harper qui pour le coup dans le troisième quart est plutôt très bon en sortie de banc. Il a été primordial. Ouais. J'en ai rien à taper de ses stats au tir qui sont très bof. 5 sur 18. Tu regardes sa feuille de match, tu te dis attends mais il fait pas un bon match. Les gars, il a 9 rebonds, il a 4 passes décisives et c'est un des joueurs qui est capable de pénétrer et de faire en sorte que la défense se mettent en rotation. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est primordial que ça se passe comme ça. On s'en fiche qu'ils mettent 5 sur 18. Ce qu'on veut, c'est qu'ils libèrent de l'espace. C'est ça qu'on veut. Et c'est pour ça que Wembanyama est à 11 sur 18 au tir.
Et Ouais, si tout à fait. demain Dylan Harper met ses tirs, et bah tant mieux. C'est pareil pour Jalen Brunson. Il peut être à 30%, 30% tir. Alors c'est mieux quand il met ses tirs, bien évidemment. Mais là, regarde, il fait peut-être son meilleur match de la série jusqu'alors. Et c'est un match que les Knicks perdent parce qu'il y avait moins cette espèce de création, justement. La défense des Spurs l'a beaucoup mieux géré. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de faire des prises à deux permanentes sur Brunson et de traiter Brunson comme si c'était Chegidius Alexander. Et c'est pas un tacle à Jalen Brunson que de dire ça. C'est juste que j'ai l'impression que les Spurs ont entamé cette série face aux Knicks en se disant le danger ultime, c'est Jalen Brunson, il faut tout faire pour l'arrêter. Ils l'ont hyper bien tenu 2 fois et ils perdent 2 fois. Il est à 38% sur le premier match, 28% sur le deuxième match. Et pourtant, c'est 2 défaites. Et là, il est à 44%. Mais il n'y avait plus cette espèce de prise à deux permanente. Ils en ont refait une à la fin du match. Là, j'étais en train de crier sur mon écran où j'ai vu Wembanyama faire une prise à deux. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu laisses Karl Anthony Towns tout seul, mais t'es fou. Et, euh, et c'est parce qu'ils ont arrêté de faire ça aussi. Ils ont arrêté de faire en sorte que Jalen Brunson, c'était on balance l'évier de la cuisine à ce mec-là à chaque fois qu'il rentre qu'il se pointe avec le ballon en main. Non, défendez en 1 contre 1 et restez sur les shooters. Pour moi, c'est un des plus gros changements avec les 2 premiers matchs. C'est comment le changement de défense sur la pointe de l'attaque des Knicks, donc à Jalen Brunson, comment ce truc-là a permis aux Spurs d'arrêter de laisser des fuites sur les shooters, notamment dans le corner, et d'arrêter de se retrouver en permanence à faire des rotations qui, au bout du compte, au bout d'un moment, c'est impossible. Ils le font très bien, hein, les Spurs, mais ils viennent de jouer une série de 7 matchs face à OKC. Dans le match 2, tu voyais clairement que les mecs, ils avaient plus du tout la lucidité nécessaire pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ils étaient épuisés. Ouais, tout à fait. Non, non, mais tout à fait. Et effectivement, tu disais, Harper a le profil pour aller attaquer la raquette. C'est typiquement là, c'est le mec idéal pour aller cibler un mec comme Karl Anthony Towns, par exemple. Kat, dont on a salué l'impact défensif Complètement. après le premier match, bah c'est sûr que c'est difficile pour lui quand il est ciblé sur pick and roll et qu'il se retrouve à devoir empêcher un mec comme Harper d'aller attaquer la raquette. C'est extrêmement compliqué. Et alors attention, hein, c'est pas facile à faire, hein, parce que Michael Bridges, Anunoby notamment, tous les mecs qu'il y a autour se battent comme des grands tarés pour essayer d'empêcher ces mismatchs d'arriver, mais c'est une faiblesse qu'ils doivent absolument exploiter. Et c'est sûr que c'est un ajustement qui a changé beaucoup de choses aussi, tout comme le fait de se rapprocher du cercle, tout comme le fait de changer un peu les couvertures défensives avec un Wembanyama qu'on a moins vu sur Towns. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais enchaîner là-dessus. Bah oui, c'est quelque chose Ils dont on ont. avait parlé lors de la Ouais, preview. Les Spurs ne peuvent pas se permettre de laisser les Knicks faire sortir le français au large. C'est un truc qui est évident. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que il y a eu cette conférence de presse, je crois que c'est après le premier match, de Josh Hart, où en fait il était dégoûté, Josh Hart. On a passé les jours précédents le début de la série à lui dire ah tu vas être défendu par Wemby et tout. Et le mec il dit attends mais comment ça je me retrouve avec Champagny sur le dos là, c'est pas normal. Et c'est sûr que voilà, c'est un ajustement qui, je vais pas dire qu'il était évident, parce que c'est évident que Mick Johnson est bien plus calé que nous et qu'il sait bien mieux que nous ce qu'il doit faire, mais c'est clair que c'est un des trucs qui nous a surpris au début de la série. Pour moi, il y avait quand même une surréaction vis-à-vis de Jalen Brunson. Encore une fois, que je respecte énormément. C'est pas du tout. J'essaye pas de dire que Jalen Brunson ne mérite pas de faire une grosse défense sur lui. Mais Non, mais c'est pas Shai Gilgeous-Alexander, je suis désolé, c'est 2 jeux différents, complètement différents, et t'as pas besoin de faire comme tu faisais face au Thunder. Et c'est surtout que Shai Gilgeous-Alexander, il a pas les shooters qu'a Brunson autour de lui. Brunson, je pense qu'il était ravi qu'on soit là à essayer de à le priver de ballon ou à à lui faire faire des passes, parce que à partir du moment où tu as tous ces joueurs-là qui arrivaient sur lui, ça veut dire qu'il y avait des trous de partout dans la défense des Spurs. Et que quand tu as un mec comme Karl Anthony Towns à côté de toi qui a su parfaitement trouver les failles à chaque fois, parce que c'est souvent des hockey assists, c'est la passe avant la passe décisive ouais. que fait Towns ou Bronson d'ailleurs, tous les deux. Ils sont extrêmement doués pour ça. Les Knicks sont extrêmement doués pour ça. Ils savent faire la passe pour trouver le meilleur tir disponible.
Ouais, tout à Donc fait. Et puis, ça, pour moi, c'est un des plus gros ajustements avec la défense de Towns et le repositionnement de Wembanyama à l'intérieur, qui t'a laissé donc Josh Hart prendre des tirs. Alors quand il a commencé à mettre des tirs, je t'avouerais que je me suis dit merde, même ça marche pas. Ils vont se faire défoncer avec Josh Hart qui va tout rentrer, c'est pas possible. Mais voilà, je suis sûr qu'au Game 4, Karl Anthony Towns, maintenant qu'il va voir le film, il va se dire, ok, vous voulez défendre avec Stephen Castle ou Keldon Johnson ou Devin Vassell, et je vais leur rentrer dans l'art. Alors là, pour le coup, il y aura avec Wembanyama en deuxième rideau. On en avait parlé dans la preview de ce truc-là. Comment Wembanyama, tu le maintiens en deuxième rideau et que les Spurs devaient absolument trouver le moyen de le laisser en deuxième rideau et non pas en défenseur principal. Et les Knicks passent leur temps à essayer de l'impliquer dans les pick and roll. C'est ce qu'on fait le Thunder aussi. Ils ont dit, ok, on peut pas contourner ce mec-là parce qu'il est absolument incontournable dans la raquette. Il est impossible à gérer. Donc, on va l'attaquer directement pour l'obliger à switcher sur les pics. Comme ça, derrière, eh ben, il est obligé de défendre sur le porteur de ballon. Et on peut trouver des coupes, on peut trouver des corners sur le weak side, sur le côté opposé du ballon. On peut trouver ce qu'on veut, quoi. Et c'est c'est clair. hyper pertinent, c'est brillant de la part de Mac Brown et du coaching staff d'Enix. Marc Deno et le Thunder l'ont fait aussi. Mais là, les Spurs ont bien ajusté, ils n'ont pas surréagi et ça a porté ses fruits. Alors, just, hein, ça passe encore une fois. Ouais, tendu, hein. Fallait avoir les nerfs bien accrochés quand même. Ah ouais, on On a est à trouvé un shoot jusqu'au bout. miraculeux de Stephen Castle Exactement. que ça se passe pas bien, quoi. Non mais c'est clair. Et après, bon, alors c'est aussi le côté qui est, c'est aussi le côté qui est cool un peu dans cette victoire des Spurs, c'est qu'on n'a pas juste eu un gros match de Wembanyama dans le Money Time, on a vu l'importance énorme de Castle qui d'ailleurs fait un match énorme, hein, tu l'as dit, il a été extrêmement bon dans ce match-là, mais en plus il a multiplié les actions décisives quand ça comptait. Avant son 3 points, il y a un contre sur Brunson alors que Wembanyama est sorti sur lui. Bon, dans la foulée, Brunson finit quand même par marquer en toute fin de possession après un combat un peu long, mais la défense des Spurs leur donne rien et Castle est un élément important de cet aspect-là. Ensuite, il y a donc ce très gros 3 points pour repasser à plus 7 à moins de 2 minutes de la fin. Avec au passage un iconique bang de Mike Breen et ça fait Ouais. plaisir. Ensuite c'est Grave. Fox aussi quand même, genre dans le Money Time on va parler que de son du panier qu'il met, mais il y a pas que ça. Il y a d'abord une possession où il pénètre, il trouve parfaitement Harper démarqué à 3 points, le tir est raté, mais il y a aussi défensivement il se bat aussi. Enfin, en fait c'est hyper positif si tu veux de voir que ce mec-là, malgré la galère dans laquelle il était une fois de plus dans ce match-là, bah il a su prendre ses responsabilités à la fin. Et voilà, c'est nécessaire parce que cette équipe d'Enix elle est incroyablement résiliente. Je veux dire, le moment où Anunoby marque son 3 points dans le corner là, Mais ce mec, mais putain, mais ouais, je me suis dit mais c'est sans fin les gars, genre à un moment c'est bon. j'ai cru que j'étais en 2020 dans la bulle. C'est quand il jouait à Toronto, il marque un corner comme ça face aux Celtics dans le Game 3. C'est le palier de la win. Et Anunoby sur le corner. De toute façon, on va parler d'Anunoby parce que ce mec-là, c'est absurde ce qu'il est en train de nous faire dans ses playoffs et dans ses finales. C'est n'importe quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et Castle à nouveau sur c'est sur juste après le dernier temps mort pris par Mike Brown, c'est lui qui défend extrêmement bien sur Brunson sur la remise en jeu, ce Complètement. qui Ouais. oblige les Knicks à jouer sur Michael Bridges, et c'est aussi ça qui permet aux Spurs de l'emporter. Bon voilà, moi je trouve que voilà, j'ai aimé les choix offensifs faits par San Antonio la nuit dernière. Je trouve que c'est des choix qui ont manqué sur les deux premiers matchs. J'ai aussi aimé, tu vois, le nombre de lancers francs en deuxième mi-temps a beaucoup fait parler, notamment Mike Brown qui est dans son rôle en poussant cette gueulante. Mais la vérité, c'est aussi que les Spurs ont été les chercher, ces lancers. Ils ont parfaitement su, au moment où les Knicks étaient dans le bonus, aller chercher les contacts, aller chercher ces lancers. C'est absolument nécessaire. C'est des trucs qui sont très classiques sur une équipe qui est plus expérimentée. Là, les Spurs, ils sont très clairement dans la découverte de ce genre de choses. Mais ces lancers, ils sont pas tombés du ciel, ils ont été les chercher. Et c'est aussi le choix le résultat de choix très pertinents. Ouais, tu as abordé plusieurs points très très intéressants sur lesquels j'aimerais revenir. Et notamment, quand on parle du jeu des deux équipes et comment jauger un petit peu qu'une équipe arrive à installer son jeu ou pas. Et je trouve que dans cette série, pour l'instant, on a l'importance des passes décisives
le ratio passe décisive, balle perdue. Ah voilà, en termes de balles perdues, ils ont fait le taf, les Spurs. Ouais. Et ils ont 28 passes décisives contre 18 pour les Knicks. Et Mitch Johnson avait pointé ça dans le game 2. Il avait dit on n'arrive pas à jouer notre jeu. On ne fait pas assez de passes. Et dans le game 2, c'était 22 passes. Et dans le game 1, c'était 16 passes décisives pour les Spurs. Et donc, ça va crescendo. Plus ça va. Si tu es fan des Spurs, tu as envie de croire que c'est une indication qui permet de dire plus on avance, plus on est confortable. Plus on est en train de comprendre ce qui est en train de se passer, plus on est en train de comprendre comment les Knicks veulent nous défendre et nous faire déjouer, plus on sait comment parvenir à ce qu'on cherche, quoi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On verra ça. On verra si les Knicks ont encore d'autres ajustements à proposer qui les permettront de faire déjouer les Spurs, notamment dans le Game 4, parce que s'ils prennent le Game 4, c'est quasiment écrit qu'ils gagneront le titre. Hein. On va pas se voiler la face. Mais c'est une stat, je pense, qui dans le Game 4 sera intéressante à suivre pour ceux qui regarderont le match. Regardez ce truc-là, le ratio passe décisive, ballon perdu. Et grosso modo, pour l'instant, l'équipe qui s'est imposée à chaque fois a gagné la bataille des passes décisives. Et le ratio passe décisive, ballon perdu, il me semble. Et pour rester juste sur San Antonio et les balles perdues, sur ce match 3, ils en perdent 8. C'est 2 fois moins que sur le match 2, quand même. Complètement. Et c'est le jeu parfait. C'est le jeu à la Spurs. C'est le jeu où, effectivement, le ballon... De toute façon, les Spurs, pour moi, il n'y a pas autre chose à faire. C'est soit ils vont gagner tous ensemble, et encore une fois, je comprends bien qu'il y a certains qui vont trouver ça débile, ce que je suis en train de dire. Mais essayez de comprendre ce que j'essaye de dire. C'est pas aussi bas du front que vous pouvez le penser. C'est soit ils y arrivent collectivement. Ce qui est sûr, c'est que ça ne se passera pas avec du hero ball et un joueur qui prendra le dessus forcément. Le match de Wembanyama dans le Game 3, c'est le fruit d'un effort collectif. C'est le fait que collectivement, ils arrivent à faire bouger les lignes défensivement chez les Knicks que Wembanyama a ces opportunités-là. Et Stephen Castle aussi. Et Dylan Harper, il a pris 18 tirs, c'est énorme. S'il en avait mis plus que ce qu'il en a mis, il aurait fini avec une ligne de stats beaucoup plus impressionnante. Donc clairement, les Spurs, pour moi, ça va être leur niveau de jeu est déterminé par leur collectif. Et là, pour le coup, dans ce match 3, ils ont été beaucoup plus attentifs à ne pas perdre de ballon. Et ils ont trouvé le moyen de le faire circuler et de trouver des bons tirs sans le perdre, donc. Et ça, pour une jeune équipe, surtout, comme les Spurs, c'est excessivement important et c'est un signe qu'il y a un peu plus de confort. Est-ce que c'est un leurre qui va ne durer qu'un match et les Knicks ont déjoué et vont remettre les choses à l'endroit au Game 4? On le verra. Mais c'est un point important à souligner. Et juste le truc sur Anunoby. Anunoby, dans toutes les notes que j'ai prises sur ce match, je dis, mais Anunoby est un joueur extraordinaire, Charlie. Ouais. C'est un joueur, c'est dingue d'avoir un joueur comme ça. Je pense que c'est le prototype du 3&D. Exactement, c'est absolument parfait. Le joueur de rêve pour toute équipe ambitieuse. C'est ça. Défensivement, le gars, il est absolument redoutable. Le nombre de fois, rien que dans les 3 matchs là, où j'ai vu des joueurs des Spurs choper le ballon en contre-attaque, partir et se retrouver avec Anunoby en dernier rideau défensif. Et à chaque fois, Charlie, je hurle devant mon écran et je dis « Non, n'y allez pas, vous allez vous faire défoncer. C'est sûr, c'est OG Anunoby. Vous devriez le traiter comme Wembanyama, c'est-à-dire, tu vois que c'est OG Anunoby, tu fais machine arrière. Ou tu lui rentres dans l'arbre pour provoquer la faute, mais Anunoby, il est trop malin, il va pas se laisser avoir comme ça. Ce mec est incroyable. Et puis alors, son shot-making à OG Anunoby, mais mon Dieu, tu parlais de son 3 points absolument énorme qui donnait encore une lueur d'espoir. Ça a fait 111, 108 pour les Spurs. Et tout d'un coup, tu te dis, mais attends, les Knicks, ils sont encore capables de gagner ce match, c'est pas possible. Et oui, c'est clair. Et ce gars, j'ai l'impression, il est à plus de 72 en effective field goal percentage dans cette finale.
j'ai l'impression que dès qu'il prend un tir, c'est dedans. Ouais. Je pense que quand tu es fan des Spurs, quand tu vois OG Anunoby tirer, ça rentre systématiquement, à mi-distance. Et alors, le corner à 3 points, mais j'ai l'impression qu'il est à 110% de réussite. Sur le corner à 3 points, c'est pas possible. Il rate absolument jamais. Il rate absolument jamais, c'est fou. Ouais, et puis effectivement, au-delà C'est de ça, dingue. défensivement, il est incroyablement fiable. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui rend le Il est top tir 5 de. NBA, Charlie, ou pas, OG Anunoby en défense? Moi, j'ai l'impression. Hein. Il est énorme. Issime. Ouais, je sais pas, écoute, ouais, en tout cas, il est candidat, mais c'est d'ailleurs aussi ça qui rend le tir de Fox dans le Money Time aussi incroyable, c'est qu'il est défendu par Anunoby à ce moment-là, et que malgré ça, il prend ses responsabilités et qu'il le met son jumper. Bah, j'avoue, j'y croyais pas Mais bon, non. une seconde. En plus, quand j'ai vu Karl Towns qui a levé le bras, qui a bien anticipé, qui s'est dit tiens, il va prendre le tir, je me suis dit ok, il va se faire manger le ballon. Et quand j'ai vu le truc rentrer, je me suis dit putain, c'est le tir le plus dingo qui prend du match et c'est le tir qui rentre. Quoi. Alors que tous les autres, il les a foirés quasi. Enfin bref. Ouais, non, et puis voilà, en fait, je reviens sur le fait de prendre soin de la balle. C'est d'autant plus capital qu'on sait très bien que dans cette match-up-là, et c'est quand même pas un truc qui est si fréquent pour les Spurs cette saison, les Spurs peuvent être dominés au rebond. C'est encore ce qui s'est passé la nuit dernière. La nuit dernière, ils ont été dominés au rebond. Je crois qu'il y a quasiment 10 rebonds d'écart entre les deux équipes. Et donc, Ouais, ouais. tu dois, en C'est fait, pour ça tu que dois. les 9 rebonds de Dylan Harper sont mais Ouais, tellement précieux, bah mon oui, Dieu. bah oui. Oh, Ah ouais, c'est clair, hein. Ça, c'est clair, mais t'imagines si, ouais, la capacité de ce joueur à prendre des rebonds, c'est dingue. Et dans le troisième quart, et c'est un secteur qui est extrêmement important, parce que franchement, dans le troisième quart-temps, si les Knicks s'accrochent et qu'ils restent au contact, c'est à cause de ça, c'est à cause de cette activité au rebond qu'ils ont. Et je crois qu'ils prennent, je sais plus combien de rebonds offensifs ils prennent dans ce quart-temps-là, mais c'est vraiment un secteur qui est clé et sur lequel les Spurs sont quand même pas habitués à être dominés comme ça. Ouais, non, mais c'est clairement ça. J'aimerais revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à l'arbitrage. 6 rebonds offensifs dans le troisième quart, pardon. Ouais. Mike Brown qui a parlé de l'arbitrage Ouais. et tu parlais justement il y a eu beaucoup de discussions Oh que oui. sur ce point-là en disant ouais les Spurs regardez la disparité qu'il y a eu entre les Knicks et les Spurs en deuxième mi-temps, c'est pas normal. Mais ça, c'est typiquement le fruit du fait que quand tu fais des fautes très tôt, et il y a un moment, clairement, tu voyais que les Knicks, ils n'arrivaient pas à contrer le double drag là et certaines mises en place stratégiques des Spurs pour justement permettre à Victor de choper le ballon dans la raquette. On a enfin vu des passes lobées, on a enfin vu des dunks et tout. Et les Knicks étaient tellement en train de trouver des solutions, d'essayer de trouver des solutions, qu'ils ont commis beaucoup de fautes. D'ailleurs, certains d'entre eux l'ont reconnu. Landry Shamet a reconnu qu'ils ont fait beaucoup de fautes, beaucoup trop de fautes. Et une fois que tu es dans le bonus, j'ai marqué dans mes notes, dans le troisième quart-temps, je crois qu'ils sont dans le bonus avec 8 minutes à jouer. Quand ça fait 4 minutes que tu as commencé un quart-temps, qu'il reste 8 minutes à jouer, et que chaque faute devient un lancer franc, C'est terrible. c'est hardcore de s'en sortir de cette manière-là. Ouais, tout à C'est fait. extrêmement dur. Et c'est pour ça Et que donc forcément, ça s'accumule et à la fin, quand tu regardes quand tu tiens la comptabilité, tu as l'impression que tu as une équipe qui a été incroyablement avantagée. Mais c'est pas tant parce que si t'es pas dans le bonus, toutes les fautes ne sont pas des fautes sur des tirs. Donc, ne nécessitent pas des lancers francs. C'est ça qu'il faut comprendre. oui, c'est Alors ça. que quand tu es dans le bonus, même si tu fais faute à 15 mètres du panier, c'est des lancers francs qui suivent. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, je comprends l'arbitrage, je trouve, dans NBA doit faire l'objet pour moi d'une profonde réforme. C'est pas possible qu'on continue à avoir ces espèces de disparités, cette sensation désagréable où les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui est une faute et qu'est-ce qui n'est pas une faute et pourquoi ça a été sifflé et pourquoi ça n'a pas été sifflé. Je pense qu'il faut essayer d'améliorer l'expérience des arbitres d'un point de vue général en NBA
parce que je trouve que c'est un point assez pénible en fait où on parle beaucoup 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 de ça et ça commence à devenir un peu lassant. Si tu regardes les matchs en tant que tels, il y a 25 lancers francs tentés dans le game 1 pour les Spurs, 18 pour les Knicks dans le game 1. 27 dans le game 2 pour les Spurs, 21 pour les Knicks. 6 lancers francs de différence, c'est pas énorme. Et dans le game 3, où tu as l'impression que les Spurs ont outrageusement dominé ce truc-là, ils en tirent 32, les Knicks en ont 22. Et les Spurs, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, sont autrement plus agressifs au cercle et en pénétration. En tout cas, dans le match 3, j'ai trouvé que c'était assez clair. Dans le match 2, très sincèrement, il y avait des coups de sifflet, c'était des dingueries. Ouais, Il y a des c'était fois, tu abusé. étais là en train de te dire, attends, les Knicks, ça va quoi. Enfin, il y a un moment, tu peux pas. Va falloir leur accorder des coups de sifflet aussi, tu vois. C'est pas possible, quoi. Oui, c'est ça. En fait, Il y avait une vraie sensation de déséquilibre. Moi, franchement, j'ai trouvé que le match 2 était horriblement arbitré. mais l'arbitrage, il est dans la lignée de ce qu'il a été depuis le début des playoffs. Il est de mauvaise qualité. Complètement, Et en complètement. fait, le problème, c'est ça, c'est que quand tu as un mauvais arbitrage, les fans des deux équipes se sentent lésés, en fait, parce que bah, tu as des mauvais calls ou des absences de calls des deux côtés. Effectivement, moi, sur le match 2, ils ont sifflé des fautes, notamment à Karl Anthony Towns, qui n'existaient pas. Et ça, pour le coup, ça aurait pu avoir des conséquences lourdes sur la fin du match, parce qu'on sait très bien que Karl Anthony Towns, il a tendance à faire des fautes, et on sait aussi qu'il est vital pour ce que font les Knicks en ce moment. Donc c'est vrai que j'ai compris effectivement pourquoi certains fans des Knicks s'étaient vraiment particulièrement sentis lésés sur ce match 2. Moi, j'ai tendance à penser que l'arbitrage il est mauvais des deux côtés, mais que sur ce match-là, ça aurait plus porté à conséquence pour les Knicks. Maintenant, bon, sur le match 3, j'ai vu sur les réseaux sociaux que le geste de Wembanyama sur Brunson tournait beaucoup. Je comprends qu'effectivement, on considère que ça aurait dû être sanctionné, mais c'est aussi le résultat de beaucoup d'actions où il est tenu sans que les arbitres ne disent rien. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas Dans le juger. quatrième quart-temps, la défense de Karl Anthony Towns sur Wembanyama, c'est faute systématique. Ouais, ouais, et en Je fait, suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est ça le c'est faute problème que systématique. Et j'ai. on pourrait dire inverser le sujet. Wembanyama ne s'est pas posé un écran. Il fait faute sur tous les écrans qu'il pose. Ouais, mais Parce c'est qu'il ça. Et en fait, il utilise ses bras et à chaque fois, il y a une poussette sur le joueur sur lequel il pose l'écran. Logiquement, un écran, tu es censé être immobile. Enfin, t'as pas les bras sur le joueur sur lequel tu poses un écran. Ça, c'est pas comme ça que c'est censé se passer. Et c'est ça que j'aime pas en fait, c'est que soit t'appliques le règlement, soit je sais pas, ça devient n'importe quoi en fait. tout à fait, mais c'est important quand on parle d'arbitrage, effectivement, de replacer les choses dans le contexte. Comparer stricto sensu le nombre de lancers francs tirés sans préciser que les Knicks étaient aussitôt dans le bonus, ça n'a aucun sens. À isoler les entre guillemets mauvais gestes de Wembanyama sur ses playoffs, que ce soit Naz Reid ou la Brunson, ça n'a aucun sens si tu ne prends pas en compte aussi ce qui se passe Bien sur sûr. énormément de possessions où loin du ballon, bah, il est tenu, il est accroché, le tirage de maillot, le bras est quasiment des clés de bras. Et encore une fois, le rôle des arbitres, c'est aussi et surtout de protéger les joueurs. Et ça, là-dessus, ils font pas le taf à mes yeux. En fait, c'est eux qui créent par leur passivité ces situations-là. Donc voilà, que Mike Brown fasse une sortie en conférence de presse sur les lancers francs, etc. C'est dans son rôle, il met la pression sur les arbitres en vue des prochains matchs. Moi, j'ai pas trouvé que l'arbitrage était à sens unique sur ce match-là. Par contre, c'est clair, je trouve que l'arbitrage est globalement mauvais, et quand l'arbitrage est globalement mauvais, bah, le clubisme des supporters les amène à s'attarder particulièrement sur les coups de sifflet qui sont à leur désavantage. C'était qui les arbitres dans le game 2 des finales? Tiens, c'était qui? C'était pas Tony Brothers? Ouais, je me demande si c'est pas Ah, si si, c'est si, des ça. Brothers Voilà. dans le match C'est de c'est bien ça, sûr. c'est Ouais. Tony Brothers. De toute façon, ce gars-là, dès qu'il arbitre un match, c'est une catastrophe. Mais bien sûr, C'est une Tony Brothers, catastrophe il est nul. ambulante. Je comprends même pas qu'il soit encore à siffler des finales. Ce gars-là, une fois qu'on a passé le cap des finales de conférence, il devrait être envoyé en vacances. Merci beaucoup, Mais Tony. même pas en finale Rentre chez de toi, conférence. quoi. Il nous a pourri la finale de conférence entre les Spurs et OKC déjà. Non, Mais non, oui, non, mais il sérieux, faut c'était juste arrêter avec Tony Brothers. Il est que j'espère qu'il va plus arbitrer un seul match Mais des ça finales n'arrivera parce que pas. Adam Silver est en pleine sourde oreille à dire que tout va bien sur l'arbitrage, que c'est super. Je veux dire, c'est insupportable. Alors là, je te le dis tout net, ça n'arrivera pas, je pense. Hein. Vraiment, j'y crois pas une seule seconde. Mais bon, écoute, voilà, le sujet de la parenthèse arbitrage, on était obligé de l'évoquer parce qu'encore une fois, c'est ce dont beaucoup de gens parlent. Mais voilà, c'est clair qu'il y a un problème d'arbitrage en NBA, mais je ne crois pas du tout qu'il y ait une équipe qui soit favorisée par rapport à une autre dans ces finales. Non, non, je pense pas non plus.
Je comprends la position de Mike Brown. Euh, je pense que c'était effectivement très frustrant de se retrouver dans le bonus aussi rapidement et qu'après tu te retrouves à te bouffer des lancers francs à chaque fois. C'est extrêmement pénible, je pense. Euh, Ouais, puis ça fait partie de son taf, hein. C'est comme quand les oui, Spurs oui, ont gueulé après dans la série contre les Wolves, non, dans la série contre KC, je crois, sur le traitement subi par Wembanyama, par Hartenstein. C'est notre exactement. principe, Ouais. en fait. Tu mets la pression pour avoir un peu plus de chances d'avoir des coups de sifflet au match suivant. Voilà, pour avoir des coups de sifflet qui vont un peu plus dans ton sens dans le match suivant. Mais si tu regardes encore une fois la fin du match 3 là, Karl Anthony Towns, c'est voilà, c'est plus de la défense. Il défend plus sur une position. Il est en permanence en train de tenir les bras et le maillot de Victor Wembanyama. Tu sens que le gars, il sait pas quoi faire. Alors qu'il s'en sort bien d'ailleurs. Sur toutes les défenses individuelles de Karl Anthony Towns sur Victor Wembanyama, à chaque fois, il s'en sort largement avec les honneurs. Très Ah, sincèrement, mais c'est clair. il est impressionnant. Ouais, ouais. Ah oui, oui, non, mais il est très impressionnant, je suis complètement d'accord. Mais de toute façon, globalement, bon, là, effectivement, on est au lendemain de son plus mauvais match des finales, mais franchement, sur les deux premiers matchs à San Antonio, c'est lui le mec le plus important. Moi, je veux dire, après le match 2, quand les gens ont commencé à se projeter sur un éventuel sweep, parce que forcément, quand t'as perdu les deux premiers matchs à domicile, les gens commencent à envisager le sweep. Pour moi, le MVP des finales, sans le moindre doute, c'était Karl Anthony Towns. Franchement, sur les deux premiers matchs, son niveau, il est incroyable. Sa défense, la pertinence de ses choix en attaque, son intensité, ses ajustements. Enfin, il est absolument primordial dans ces deux victoires à l'extérieur. Et encore une fois, pourtant, on peut pas dire que les arbitres lui aient toujours fait des cadeaux sur les fautes qu'ils lui ont sifflées, notamment dans le match 2. Ah ouais, non, mais c'est ça, Mais ça l'a pas empêché d'être la pierre angulaire du jeu de ces Knicks-là, que ce soit dans ses lectures ou au shoot, il a été d'une justesse incroyable. Mais bon, voilà, match 3, ça a été plus compliqué, notamment parce que Wembanyama a été beaucoup plus impactant, a été beaucoup plus proche du cercle aussi parce qu'en termes d'adresse, il a eu plus de mal. N'empêche que, bon, c'est une stat qui a ses limites, mais il reste un des rares joueurs du 5 des Knicks à avoir un plus-minus positif. ouais. Ah ouais, et je sais pas à quel point les Knicks ont déjoué sur ce match 3, ont joué en dessous de leur standard. En fait, des fois, je me dis, parce que là, notamment, ils ont perdu des ballons qui leur a coûté très cher, parce que je crois que je sais plus combien de points ont inscrit les Spurs, attends, je l'ai noté, sur les ballons perdus. Voilà, 21 points sur 13 ballons perdus. Et les Spurs, c'est ce qu'on avait dit aussi dans la preview, ils se régalent de ce genre d'opportunités parce que c'est une équipe qui adore jouer vite. Landry Shamet a une très bonne analyse d'après-match de Landry Shamet qui a souligné ce point-là. Les Spurs jouent extrêmement vite si tu les laisses faire et ça devient vite, rapidement difficile de garder le rythme face à eux. Et tu voyais bien à la fin du match que Anunoby, Brunson, même Towns, à un moment, tu sentais que les gars, ils étaient épuisés. Ouais. Ils s'en pouvaient plus, ils étaient au bout de leur vie, quoi. Parce que l'engagement physique, il est absolument atroce. C'est... Et j'arrive pas à savoir si... En fait, il y a toujours, je trouve, dans les séries, des points de bascule. Enfin, en tout cas, il y en a parfois. Si les Knicks avaient totalement maîtrisé leur sujet, on serait parti sur un sweep, probablement. Style Orlando Magic 95 face aux Rockets. Mais c'est pas ça qu'on a. Est-ce que Charlie, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu as plus l'impression que New York a déjoué enfin n'a pas joué son basket et ça sera beaucoup plus sérieux au match 4, ou est-ce que tu as l'impression que les Spurs ont commencé à trouver des solutions et que s'ils continuent dans cette voie-là, ils peuvent retourner la situation? Ah ah! Ah ah ah! Alors, Euh, que dis-tu pour ta défense, Charlie? c'est une question facile, ça, hein. Non, non, mais quelque part, non, non, mais quelque part, cette question n'attend pas de réponse. Je n'attends pas de réponse de ta part. J'aimerais juste avoir ton sentiment. On n'a pas de réponse à donner. Toi et moi, on n'est pas là. On n'est pas. Je pense que moi, en tout cas, je me sens pas légitime pour dire ouais, ce qui va se passer, les gars. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Non, j'en sais rien du tout. On verra bien. Personne ne peut savoir. Mais je trouve ça intéressant comme question dans le sens où il y a des points qu'on a évoqués dans ce podcast où je trouve que les Spurs ont réussi à trouver des solutions et je me demande quelle sera le, comment dire, la réponse des Knicks, comment les Knicks vont s'ajuster.
est-ce qu'ils sont en mesure de s'ajuster et à quel niveau d'efficacité ils vont être capables de s'ajuster. Et de l'autre côté, les Knicks, on peut dire, ouais, ils n'ont pas forcément fait un bon match, mais quand même, il y a deux, trois trucs qui sont plutôt bien passés pour eux. Josh Hart a fait un bon match. Anunoby a fait un excellent match. Ouais, c'est ça. Hein, Karl Anthony Towns, c'est pas fifou. Michael Bridges, c'est pas du tout bon, mais il a pris 5 shoots. Sur le banc, t'as Landry Shamet qui fait un non-match, mais t'as Clarkson qui est pas dégueu. Alvarado qui a apporté un petit peu son truc. Enfin, je sais pas. C'est extrêmement compliqué, je trouve, de dire qui est capable de prendre l'ascendant aujourd'hui. Et effectivement, tu l'as très bien dit au début, Charlie. Sur les 2 premiers matchs, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas photo. Les Knicks étaient supérieurs. Les 2 fois, on le sentait. Enfin, je sais pas si tu l'as senti, toi, mais chaque fois que je regardais ces 2 premiers matchs, je me suis dit, les Knicks ont le match en main. Je sais pas, Ah ouais. s'ils perdent, ils se battent tout seuls. Ouais, c'est ça. C'est que moi, quand Ils je vois laissent échapper la victoire, mais franchement, ils ont tellement la main sur ouais, ça aurait été un miracle si les Spurs avaient pris un de ces matchs. ouais, Ouais, ouais. sur la stratégie même du jeu, quoi. Ouais, je suis Ils ont d'accord. la main sur le truc, c'est eux qui décident des termes de la manière dont le match se joue, c'est eux qui sont en contrôle. Et dans le match 3, j'ai eu autant j'ai pas eu cette impression-là sur la première mi-temps. Et à partir du troisième quart-temps, je me suis dit, tiens, les Spurs sont en train de reprendre des couleurs et de trouver des solutions. Mais est-ce que le fait d'être dans le bonus, ça ne brouille pas un peu le Ah, message? c'est ça. C'est quand même qu'il y Tu a. vois? En fait, il y a un contexte particulier dans ce match. Déjà, il y a un contexte global particulier, évidemment, avec la présence de Trump, avec, qu'on le veuille ou non, la pression inhérente. Je veux dire, ça fait quoi? Ça fait quasiment 30 piges que les Knicks n'avaient pas été en finale NBA. Là, c'est le premier match au Madison Square Garden. Bref, tu vois, c'est quand même un truc un peu spécial. Moi, j'ai quand même un peu le Clairement, ouais. sentiment que les Knicks sont devant. Franchement, je les trouve plus impressionnants. Je Je suis pense que le d'accord. fait d'avoir gagné les 2 matchs à San Antonio, en plus, ça leur donne une marge et une sérénité qui est. Enfin, je veux dire, en fait, là, ils viennent de perdre un match en finale à domicile, et ça peut être tout à fait anecdotique, tu vois. C'est fou de se dire ça. Là, s'ils remportent le prochain match, bah, cette défaite à domicile, elle est complètement anecdotique. Je trouve qu'ils sont toujours sur la voie royale pour aller chercher le titre. C'est C'est sûr. vraiment le luxe qu'ils se sont offerts avec ces 2 victoires à San Antonio. Je trouve aussi que, franchement, Mike Brown est impressionnant, vraiment. Moi, je trouve que, enfin, si cette équipe d'Enix va au bout cette saison, c'est une masterclass de sa part. On savait déjà que ce mec-là, il était capable de créer des systèmes offensifs très performants. À Sacramento, il y a 4 ans, il avait déjà créé une attaque remarquable, obtenant au passage le 2e titre, je crois, de coach de l'année de sa carrière. Et là, Onyx, il a complètement révolutionné une attaque qui était parfois très frustrante sous Thibodeau. Il a trouvé un système qui est parfaitement adapté à cette équipe. Il a su tirer le meilleur de Karl Anthony Towns pour mettre les shooters dans les meilleures positions possibles. Il a aussi su trouver une rotation fiable à qui il n'hésite pas à faire appel. Enfin, je veux dire, ok, la Chamette, il a pas fait un bon match. Je me rends compte que Landry Chamette, sur ses finales, c'est le 5e plus gros temps de jeu des Knicks. Ouais, je Je veux sais. dire, si tu m'aurais dit ça en début de saison, je t'aurais ri au nez et je t'aurais demandé de poser la bouteille. C'est impossible. Et ouais, il est vraiment. Ouais, je le trouve impressionnant. Je trouve vraiment que les Knicks, là, ont de la marge. Moi, je les vois assez bien remporter le match 4. Après, si ça arrive, enfin, si c'est pas le cas et que les Spurs reviennent à 2 partout, je serais ravi. Je sais que les fans des Spurs qui sont à la recherche de la moindre occasion d'espérer font un focus sur Michael Bridges, qui lui, pour le coup, a déjà connu ce scénario où il menait Mm. 2-0 en finale NBA avant de se prendre une tartine 4-2. Ouais, en 2021, ouais. Ouais, ouais, face aux Mais Bucks, c'était le contraire. exactement. Ils avaient gagné leurs 2 matchs à domicile. Et ils ont Ils ont perdu les perdu 2 les matchs à 2 l'extérieur. suivants chez les Bucks. Tout à fait. Et après, ils ont perdu le 5e à domicile et le 6e chez les Bucks. Voilà, exactement. Écoute, moi, tout ce que je demande, c'est qu'on n'ait aucune purge dans ces finales, comme pour l'instant, on n'en a aucune. Aucune victoire large. Le match avec le plus gros écart, c'est le premier où les Knicks se sont imposés de 10 points. On est tous les deux d'accord sur le fait que les scores étaient en trompe-l'œil sur les 2 premiers matchs, mais n'empêche qu'avoir des money time décisifs, ça fait plaisir. Voilà, je suis juste content qu'on soit pas à 3-0 aussi parce que
Ça aurait Bah, été dommage. déjà, moi, je dis pas ça par favoritisme envers les Spurs, juste cette finale, elle me réjouit, je serais probablement content quel que soit le champion, mais j'ai envie que ça dure un peu, et puis surtout, j'ai envie aussi que les haters la ferment un peu, parce que franchement, après les 2 premiers matchs, le nombre de conneries que j'ai pu lire sur les Spurs, sur le fait qu'ils seraient surcotés, que Wembanyama serait surcoté, etc. Enfin, je veux dire, c'est absolument hallucinant de dire ça, quelle que soit l'issue de cette finale cette année, elle est déjà phénoménale au regard des attentes de début de saison pour les Spurs, au regard de leur jeunesse. Même s'ils s'étaient fait sweeper sur ces finales, ça n'aurait rien enlevé à leur incroyable parcours et au fait Complètement. qu'ils ont surpassé en tout point toutes les attentes initiales. Mais donc voilà, s'ils peuvent exister un peu plus que se faire sweeper dans ces finales, ça me ferait plaisir. Maintenant, bon, voilà, hein, je pense vraiment que les Knicks ont déjà fait la différence en allant chercher ces 2 matchs à San Antonio. Oui, c'est sûr que c'est. Logiquement, c'est quasiment un coup de grâce quand tu perds 2 fois chez toi et qu'après, il faut que tu ailles complètement renverser la table pour reprendre l'avantage du terrain. C'est extrêmement compliqué. Tu as tout à fait raison sur les Spurs. Tu fais bien de le dire. On en a discuté, toi et moi, par texto interposé. On a échangé sur ce sujet-là. Et effectivement, les Spurs, faut arrêter, les amis. Enfin, pour ceux qui. Après, j'ai l'impression que c'est devenu un sport pour certains d'aller à contre-courant de l'enthousiasme pour les Spurs et autour de Victor Ouais, Wembanyama. Ce c'est que je très peux à la comprendre, mode. c'est une posture qui est sympathique puisque tu ne suis pas le courant. Donc tu te démarques, mais comme tu le dis, les Spurs, quoi qu'il arrive, ce qu'ils ont réalisé cette saison, 62 victoires, une participation en finale NBA, quand bien même ils sont éliminés en finale et ça perd 4-1 ou je sais pas quoi, c'est absolument fabuleux ce qui est en train de ce qui est en train de leur arriver. Victor Wembanyama démontre que c'est un joueur complètement hors catégorie, générationnel pour le coup. On peut l'utiliser ce mot concernant Victor Wembanyama, parce que ce mot qu'on utilise à toutes les sauces pour n'importe quelle de classe de rookie, et ben pour lui ça marche pour le coup. Donc effectivement. Et très sincèrement, je dirais que s'il y a un joueur sur lequel je mettrais une pièce pour pouvoir changer les choses contre toute attente, c'est lui. Ouais, Et c'est cette équipe. Parce ouais, que c'est pour vrai. l'instant, Charlie, on n'a jamais cru une seconde que les Spurs gagneraient 62 matchs et termineraient sur les talons du Thunder comme la meilleure équipe de la ligue. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Jamais de la vie, on aurait pensé qu'ils seraient en finale NBA et ils y sont. Jamais de la vie, j'aurais pensé ça, Charlie. Et pourtant, je fais partie des enthousiastes. Hein. Oh oui, 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 tu faisais clairement partie des believers, ouais. Mais bon, là, tu commençais à pousser le bouchon un peu trop loin, tu vois. J'allais dire, attends, non, non, faut se calmer quand même. Je veux bien être sympa, mais là, c'est pas possible. Et je me dis, très sincèrement, vas-y, c'est, ça serait pas la première fois qu'ils nous font le coup. Voilà. Ouais, et alors, je suis C'est d'accord. très peu probable, mais voilà. Ah ouais, donc toi, tu crois que ça repart à 2-2, là? Ah, mais Ah, parce que du coup, je attends, milite tu à en dis 200, trop, alors je te pousse. je milite à 200% pour le 2-2. Oui, ah bah ça, militer, oui, mais est-ce que tu y crois? Oui, Ok. tout à fait. Tout à Et fait, j'y ouais, crois. et juste pour terminer sur Wembanyama, parce que c'est un truc dont toi et moi, on avait parlé en off, euh, il faut quand même pas oublier que ce mec-là, il a 22 piges. Et que en fait tout ce qu'on voit là, c'est des trucs qu'on découvre. Je veux dire, lui, il est en découverte de ce contexte-là. Nous, on est en découverte de comment il réagit à ce contexte-là. On avait des attentes, toi et moi, sur son match 3, après ce qui s'est passé au match 2, parce qu'on se disait, c'est la première fois qu'il est dans cette situation-là, c'est la première fois de sa carrière, ça va être intéressant de voir comment il va gérer tout ça, et par tout ça, je veux pas juste dire être mené 2-0 en playoff, je fais surtout référence à son erreur de fin de match, au fait qu'après, il est Mhm. totalement assumé en conférence de presse et tout. Il a débarqué au match 3 avec cette responsabilité sur les épaules, au Madison Square Garden en plus. Bah, aucun problème, franchement, match de patron. Et ça en dit quand même vraiment long sur la construction mentale de ce mec-là. Complètement. Et attendons le jour où il va avoir un go-to move
où il va faire du match hunting, où il va savoir où les spots se trouvent sur le terrain pour avoir 70% de réussite sur la tentative qu'il s'apprête à prendre, et que les défenses vont être terrorisées en se disant mon Dieu, si on le laisse prendre ce tir-là, c'est quasiment assuré qu'il va scorer. Sauf que si on fait, si on est trop sur lui, il va trouver la passe et tout ça, parce que c'est un joueur extrêmement intelligent et qui a déjà un très bon sens de la création et de comment il peut utiliser sa gravité pour libérer les autres joueurs et les trouver surtout. On est au début d'une histoire avec Victor Wembanyama. Alors, ceux qui veulent le critiquer, lui cracher au visage, c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais il y en a franchement, ils se privent pas. Je suis désolé, mais t'écoutes certains commentaires, t'hallucines, quoi. J'ai l'impression que le mec, il est venu chez eux personnellement pour saccager leur appartement, quoi. Ouais. Le jour où Victor Wembanyama va développer cette palette offensive par-dessus sa capacité défensive, le mec marche presque à l'instinct aujourd'hui. Plus il va avancer techniquement, mais ça va être une folie. Et je crois véritablement, si je me lâche complètement sur le sujet, je crois véritablement qu'il a une possibilité de GOAT, Victor, qui n'est pas impossible. Toi, t'es vraiment en train de rage bait tous les haters, là, non? Peut-être, j'en ai rien à péter. Non, et je vais ajouter un truc, en plus d'avoir un move, le jour où il aura, bon, là, en l'occurrence, c'est De'Aaron Fox, mais le jour où il aura un lieutenant plus fiable que Sky Fox pour le moment, Ouais. ça sera bien. Parce que Stephen Castle fait un match 3 remarquable. Ça a été plus compliqué, beaucoup plus compliqué sur les 2 premiers matchs. On peut pas lui en vouloir. Je suis désolé. Ouais. À un moment, il faut comprendre que s'attendre à ce que les autres jeunes des Spurs soient dans le même moule que Victor Wembanyama et soient capables de répondre présent à ce niveau-là, c'est déraisonnable. Complètement. Et c'est pour ça que Fox a été ramené, c'est ce que je disais, ça a été mon premier point, parce que j'ai tellement détesté De'Aaron Fox dans ce match 3 jusqu'à ce qu'il marque ce tir. C'est le lieutenant de Victor Wembanyama, c'est le vétéran qui est censé conduire la voie, c'est pour ça qu'il est là. Il est là exactement pour cette raison. Tout à fait. Pour créer les shoots en fin de match, pour trouver Victor Wembanyama et le mettre dans les meilleures dispositions, distribuer les ballons. C'est pareil, Keldon Johnson aussi, il m'a vénère, Keldon Johnson, sa faute là sur Mitch Robinson, qu'il pousse alors que Victor Wembanyama marque un 3 points, qui a la faute, ouais. enfin la faute parce qu'il a poussé Mitch Robinson, mais ce truc-là, mais c'est pareil. Je me suis dit, c'est un des moments dans le match où je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, arrêtez de vous battre vous-même. Ouais, non, mais vraiment, vous êtes sur un vélo, vous prenez un bâton, vous le fourguez vous-même dans vos roues, quoi. Non, mais ce challenge-là, c'est un des moments où vraiment je me suis dit, aïe, 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 ça va encore leur échapper, quoi. Franchement, hein, j'ai vraiment. Non, mais t'imagines la bascule. Tu parles d'une action à 4 points et tout d'un coup, c'est 0 et puis la ballonique, c'est. Et vas-y, quoi. Et t'es là, putain, merde, c'est chiant cette histoire. T'imagines, ouais, parce qu'en plus, il y a temps mort juste après. Je crois que c'est Mitch Johnson qui prend un temps mort juste après. Et vraiment, tu sais. Il y a un challenge, je crois. Ouais, et au moment du temps mort, je me suis dit, mais moi là, je suis Wembanyama, mais je le regarde, Keldon Johnson, mais j'ai envie de l'enfant, j'ai vraiment envie de lui en mettre une sur la nuque, là, l'abruti. Bah, ouais, écoute, il fait pas un match. Il me semble que le game 2, il était vraiment mauvais, Keldon Johnson. Mais lui, c'est pareil. Lui et De'Aaron Fox, c'est censé être 2 joueurs d'expérience qui doivent être présents, qui doivent exister dans cette série. Et pour l'instant, c'est trop aléatoire. Ah, mais Keldon Johnson, moi, c'est peut-être le seul mec dans cette équipe qui m'agace vraiment depuis le début des playoffs. Je pense qu'on en reparlera une fois que les playoffs seront terminés. Mais effectivement, Keldon Johnson, moi, il me tend un peu sur certaines séries. Non, mais tous les deux. En fait, tous les deux, le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre avec eux. C'est un pot pourri de plein de choses, de paniers ratés, de mauvaises décisions. Et puis tout d'un coup, ils vont faire 2-3 actions sympas, une bonne défense ou je ne sais quoi, et tu vas te dire, bon, allez, c'est pas si terrible que ça finalement. Mais en fait, les Spurs et Mitch Johnson, ils n'ont pas le choix de les jouer. Ils sont obligés de leur filer des minutes. Tu peux pas faire autrement. Et là, Stephen Castle a un peu sauvé
l'histoire. Mais De'Aaron Fox, il va falloir vraiment qu'il... Et je dis pas, lui, il fait pas un match 2 horrible, mais c'est en termes d'impact. Il n'a pas l'impact qu'il faut. Non, Keldon Johnson non plus. Et depuis le début, parce que tu dis là, Stephen Castle a un peu sauvé la mise, c'est pas que là. Hein. C'est, depuis le début des playoffs, c'est Stephen Castle qui est le lieutenant de Wembanyama et ça devrait pas être le cas. C'est pas que là. Ouais. Non, mais tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Et si De'Aaron Fox et Keldon Johnson, à un moment ou à un autre, se réveillent, et Devin Vassell aussi, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus impactants, un peu plus tranchants, ça serait bien. Mais Fox, ça permettrait aux Spurs de passer un cap. Et quelque part, mon espoir, il repose là-dessus, Charlie. Il repose sur le fait que pour l'instant, j'ai pas vu les Spurs dérouler le jeu qu'on leur connaît et dont on sait dont ils sont capables. De'Aaron Fox, je sais pas ce qu'il va nous sortir, mais pour l'instant, je le sens un peu apeuré par l'événement, quoi. Ouais, après, Fox, il y a aussi, il a la circonstance atténuante des soucis physiques qu'il a eu en finale de conf, tu vois. Non, mais je te dis pas du tout. Il y a des prises de décision qui sont reloues. Oui, mais en fait, je veux juste dire dans le sens, ça a cassé la dynamique, tu vois. Je veux dire, ça a vraiment, moi, en tout cas, je te dis pas qu'il faisait des playoffs extraordinaires avant ça. Mais enfin, le joueur qu'il a été contre Portland puis Minnesota, je le retrouve pas trop depuis son retour de blessure face à OKC. Ouais. Donc, ouais. Donc, toi, match 4, t'es plutôt parti Knicks et moi, je suis plutôt parti Spurs, quoi. Ouais, moi, je vois bien, là, tu vois, 3-1, 3-2, 4-2, quoi. Ouais, j'ai sûrement un péché d'ego, c'est parce que j'ai pas envie de perdre mon pronostic de 4-3 Spurs, c'est pour ça. J'ai envie de croire que j'ai bien pronostiqué. Remarque, le mien aussi, techniquement, il est encore possible. Hein. Oui, techniquement, il est possible. Carrément. En étant très optimiste. Carrément. Merci, Charlie. Ah bah écoute, avec plaisir. Hein. Et puis, on se retrouve jeudi. C'est quand le prochain match? Dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc, soit jeudi soir, soit vendredi, on verra. Enfin, ce sera le podcast, grosso modo, le prochain épisode, c'est soit vendredi matin très tôt, soit vendredi dans la fin d'après-midi. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça va se passer. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve donc vendredi pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Bon match 4 et à vendredi. Ciao, bye bye.